Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Anews Mobility, le média 100% dédié à l'écosystème des mobilités. Aujourd'hui, nous recevons Claire Fonade, directrice d'investissement, infrastructure et mobilité pour le compte de la Banque des Territoires, et avec laquelle nous allons aborder le sujet des poids lourds, une des activités de la Banque des Territoires. Bonjour Claire. Bonjour Yves, merci de me recevoir. Alors, avant de rentrer directement dans ce domaine du poids lourd, on va commencer par une séquence identité pour mieux vous connaître. Alors, qui est Claire Fonade? Quelle formation vous avez et comment en êtes-vous arrivé au poste actuel à la Banque des Territoires? Oui, écoutez, moi j'ai une formation double, puisqu'après classe préparatoire, j'ai intégré une école d'ingénieur, donc ingénieur travaux publics. Et à l'issue de cette formation, j'ai souhaité compléter pour intégrer une école de commerce. Donc j'ai fait par la suite un master en management de projet international à l'ESCP. Et cette double formation m'a permis justement d'avoir un parcours plutôt axé banque avec du montage de projets, puisque c'est tout l'intérêt d'être en mesure de pouvoir analyser le projet dans son ensemble, à la fois les aspects techniques et puis également la structuration. Donc, plutôt financement de projets, financement structuré sur des projets d'infrastructure parapublique. Et avec une expérience complémentaire en maîtrise d'ouvrage public dans un département mobilité, notamment sur les projets du Grand Paris, ce qui m'a permis d'avoir également cette connaissance de l'autre côté de la barrière. Donc aujourd'hui, je suis en mesure à la fois d'accompagner les collectivités en connaissant justement leurs attentes sur des missions de conseil ou un accompagnement plus large, de structurer les projets en identifiant bien les besoins et puis en proposant une structuration qui permet à chaque partie de prendre le risque qu'elle est la plus à même de prendre. Et puis ensuite, dans tout le déroulé, faire les audits nécessaires. Et c'est là que la double compétence est intéressante, puisqu'on a aussi à regarder les aspects techniques, le suivi, et puis du juridique, du fiscal, et puis bien sûr l'équilibre économique et financier. Donc ensuite, pilotage des projets. Et donc j'ai travaillé sur des projets divers en infrastructure, donc du ferroviaire, du routier, de l'autoroutier, de l'aéroportuaire, mais aussi de l'immobilier, parce que souvent dans la case infrastructure, on rentre les grosses infrastructures publiques. Donc il y a eu une grande vague sur les PPP, notamment prison, gendarmerie, école, collège, lycée, et puis les sièges des ministères. Sièges de ministères, je vois. Oui, puis d'autres choses encore assez hétéroclites, comme Bouygues, l'EHPAD de Douai. C'est très large. Oui, puisque effectivement dans cette partie infrastructure, on a également tout ce qui peut être bâtimentaire, donc les hôpitaux, les EHPAD. Et je n'ai pas travaillé chez Bouygues, mais c'est en accompagnement effectivement de groupements, puisque ça peut faire la transition. On est du coup dans nos fonctions en accompagnement soit des collectivités, soit des groupements qui répondent aux appels d'offres. Et c'est en ça que, d'une façon générale, on accompagne régulièrement les majors ou d'autres entités qui répondent aux appels d'offres publics. Alors aujourd'hui, vous êtes à la Banque des Territoires, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, qui s'occupe plus particulièrement de tout ce qui est collectivité territoriale, parce que pour les entreprises, c'est plus le BPI, ou le BPI, je ne sais pas comment on dit. Et dans votre périmètre aujourd'hui est plus restreint, vous avez concentré, ou vous avez toujours un spectre aussi large dans vos fonctions à la Banque des Territoires? Alors on a un spectre très large, mais pour resituer, puisque effectivement la Caisse est quand même un gros paquebot. Au sein de la CDC, vous avez la Banque des Territoires. Donc c'est une banque de développement, une vraie banque à impact qui est là pour accompagner tous les acteurs du territoire. Donc c'est dans la mise en œuvre des projets, mais avant tout le maître mot, c'est l'intérêt général. Donc on a deux mesures phares, la transition écologique et la cohésion sociale et territoriale. Et au sein donc du coup de la BDT, il y a la direction de l'investissement
qui est un fonds souverain. Et là, nous accompagnons la mutation de l'ensemble des territoires nationaux en investissant en fonds propres. Donc pour répondre à votre question, la BPI, qui est une de nos filiales et en tant que participation stratégique, comme on a par ailleurs Transdev et la Banque Postale, effectivement a ce focus entreprise mais accompagnement plutôt bancaire. Nous, à la direction de l'investissement, on est vraiment dans un investissement accompagnateur en fonds propres dans des structures projets. Donc ça va des petits projets territoriaux jusqu'aux grandes infrastructures. Et c'est là où, comme on le disait tout à l'heure, on accompagne en fait les partenaires privés qui répondent aux appels d'offres publics. Et donc, notre spectre d'intervention reste toujours large, de 500 000 euros pour les projets territoriaux jusqu'à plusieurs centaines de millions sur ces grosses infrastructures. Alors, vous dites en fonds propres, parce que la Caisse des dépôts, en fait, a beaucoup de fonds propres, puisqu'elle gère l'argent des caisses d'épargne, en fait, de notre épargne, en fait. Des particuliers, si je ne dis pas de bêtises. Entre autres. Et puis l'argent du livret A est aussi géré dans d'autres banques, mais effectivement, ça fait partie des missions de la Caisse, effectivement, et d'être un investisseur avisé. C'est ce que, c'est notre... Oui, il ne faut pas faire n'importe quoi avec notre argent. Exactement. Voilà. Et donc, vous disiez l'intérêt général tout à l'heure. Tout à fait. L'intérêt général. Et donc aujourd'hui, pour illustrer notre intervention tout au long de la chaîne, mais toujours dans ce but d'intérêt général et de service public. Alors là, dans la direction de l'investissement, puisqu'on est venu aujourd'hui parler de mobilité, notre but aujourd'hui à nous, c'est d'arriver à une France où la mobilité est accessible à tous, durable et puis décarbonée. Alors, quand on parle effectivement de mobilité, on pense plutôt mobilité douce ou mobilité véhicule routier. On ne s'attend pas nécessairement que la Banque des territoires s'intéresse au monde du poids lourd. Alors, pourquoi la Banque des territoires s'intéresse à ce secteur et comment elle intervient? Qu'est-ce qu'elle y fait? Justement, dans notre accompagnement du territoire vers cette transformation vers des mobilités beaucoup plus vertes, ça nous a conduit à nous intéresser à un spectre très large. Donc forcément, il y a en premier lieu, on pense en priorité au transport public. Et là, nous, on est très mobilisés sur les RER métropolitains, notamment, qui vont être les enjeux de demain. On regarde également les modes actifs, donc l'idée c'est quand même effectivement de pousser vers d'autres choses que la voiture, donc des trottinettes, la marche, le vélo et tous les aménagements qui vont avec. Il y a également l'accélération du déploiement des bornes de recharge et puis des stations hydrogène ou GNV. Là, ça, le trend a déjà commencé, on est vraiment dans une accélération. Et puis les développements, forcément, l'un ne va pas sans l'autre sur les flottes vertes. Donc on a commencé sur les véhicules particuliers, les entreprises, et naturellement, on s'intéresse donc maintenant au transport de marchandises et puis de personnes, d'où les poids lourds. Et c'est pour nous, je pense aujourd'hui, vraiment la nouvelle frontière du déploiement vers une mobilité décarbonée. Donc non, moi je ne suis pas surprise que la Caisse s'intéresse à ce sujet-là. Donc Claire, sur ce domaine du poids lourd qui nous avait un peu échappé, vous pouvez nous donner des chiffres des grandes masses justement qui montrent l'importance du secteur et l'intérêt justement de la Banque des territoires C'est tout à fait un levier, un pilier, mais voire le levier le plus important, je pense, parce que le transport des marchandises aujourd'hui représente 90% des flux. Rien qu'à lui, c'est 8% des émissions de CO2. Donc forcément aujourd'hui on essaye de jouer sur l'ensemble du spectre, comme dans l'équation de Kaya. Donc il faut jouer sur l'offre, la demande, le transfert modal bien entendu, l'usage des
des véhicules, il faut qu'ils aient également une meilleure efficacité. Mais même si aujourd'hui les transporteurs travaillent, et c'est vraiment un vrai chantier à part entière sur l'optimisation des flux, le transfert modal également va être indispensable, mais ça ne sera pas forcément suffisant. Ça va être une fraction simplement des volumes et de l'économie de CO2 qu'on pourra faire. Donc pour nous, c'est vraiment important de s'attaquer vraiment à cet ensemble de chaînes pour décarboner le transport routier de marchandises. Alors quand vous dites transport modal, c'est quoi précisément? C'est le transfert des marchandises sur la route ou le transport? Oui, tout ce qui peut être modulable en fait. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui effectivement du transport routier. On a en France quand même un réseau considérable. Qui a été fait pour ça, d'autoroutes. Qui a été fait pour ça, voilà. Et je pense que le sujet aujourd'hui est aussi intéressant de regarder de la construction de pôles d'intermodalité, de réfléchir à nouveau quand même à la place du fret ferroviaire en France. Alors ça nécessitera effectivement des investissements conséquents, mais quand on regarde le réseau, notamment en Europe, Europe Est et Nord, le maillage est conséquent, et je pense qu'il y aura vraiment les poids lourds descendent des Pays-Bas pour aller en Espagne, etc. Et aujourd'hui, avec les innovations qu'il y a, on gagne vraiment du temps sur les transferts. Ce serait quand même dommage de ne pas regarder aussi ce sujet-là. Alors, objection à votre honneur, le transport routier par autoroute, les autoroutes sont concédées. Donc il y a des concessionnaires qui l'utilisent et qui n'ont pas justement, ils ont surtout développé leurs aires de stationnement, etc. pour les véhicules légers. Et des parkings poids lourds qui sont tout le temps archi pleins, etc. On voit même maintenant de plus en plus de camions qui se garent le long des deux nationales, etc. Alors, ce sur quoi vous travaillez, ce que vous souhaitez développer, est-ce que vous avez des accords avec les concessionnaires ou on en avait discuté un petit peu en préparant, ou est-ce que vous travaillez plutôt sur des aires spécifiques qui soient dédiées au domaine du poids lourd? Alors aujourd'hui, on va essayer de travailler avec l'ensemble des intervenants. C'est bien ça notre idée aujourd'hui, de regarder. Et puis sur les infrastructures, là on en parle, mais aussi sur les flottes. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas financer les infrastructures puisqu'on a besoin d'avoir les flottes et de la demande derrière. Et puis à l'inverse, financer les flottes si les infrastructures ne sont pas là de recharge. Des flottes vertes, donc des flottes tout à fait. qui ne fonctionnent plus avec au gazole. Exactement. Et donc sur les infrastructures en elles-mêmes, on a développé nous une expertise vraiment importante et intéressante sur les bornes de recharge véhicules légers, ainsi que sur les stations hydrogène. On a engagé déjà 450 millions d'investissements sur ces sujets-là, sur les réseaux rien que IRVE. Donc on a voulu anticiper au mieux et mettre à profit cette expérience pour convertir l'essai sur l'ensemble des véhicules lourds. Mais effectivement, je vous rejoins. Aujourd'hui, on va plutôt s'orienter sur des aires dédiées, puisque la recharge des poids lourds va être quand même très spécifique en termes d'infrastructure, en termes de montant. L'architecture est quand même spécifique à la fois sur place en urbanisme, mais aussi en termes de SI. Il faut aussi mettre en place des conditions services spécifiques, des services tout à fait pour les conducteurs, mais aussi en vidéosurveillance, parce qu'on ne peut pas laisser non plus un poids lourd comme ça avec toute la marchandise d'ours sans rien. Donc elles vont être quand même dédiées et aujourd'hui les différents projets qu'on commence à regarder semblent aller vraiment vers une orientation telle que. Alors aujourd'hui, c'est à l'état de projet. C'est quel horizon pour les premières implantations existantes, fonctionnelles? Alors on regarde. Alors non, on a déjà passé différents dossiers chez nous. Donc on est en phase active. Il y a différentes choses. Effectivement, on regarde au dépôt.
Ça va être sans doute le premier pas dans le sujet. On nous demande aussi des projets où on réfléchit sur le circuit, en analysant le circuit et en se positionnant peut-être à mi-chemin pendant la pause médiane des conducteurs. Ça, c'est de l'optimisation de tournée. Oui, tout à fait. Et puis, ça permet de bien calibrer. Et puis après, il y a tout ce qui est itinérance, comme vous le disiez. Là, on est plutôt sur des grands axes. Donc, en termes de calendrier, on se situe pour essayer d'accélérer le plus rapidement possible pour se situer dans les objectifs qui ont été fixés. Et puis là, en avril dernier, le Parlement européen a replanifié, a été à nouveau ambitieux, a revu le calendrier et les objectifs. Donc maintenant, si on veut être à moins 45% à horizon 2035, moins 65% en 2040 et puis plus de... 90 au-delà de 2040. Il va falloir que la filière se mobilise et nous, on est là pour ça. Pour donner peut-être quelques chiffres, aujourd'hui, si on parle sur l'électrique, puisque c'était notre sujet, on a à peu près 1000 poids lourds aujourd'hui qui sont immatriculés. Et on attend, d'après les prévisions, objectif entre 40 et 80 000 à horizon 2030. Donc c'est demain. Et puis, donc ça, c'est pour la partie poids lourd. Par contre, pour la partie borne de recharge, une étude très intéressante là, qui a été menée pour objectiver tout ça avec, entre Enedis, Vinci et puis les différents constructeurs. Et ils estiment qu'à horizon 2035, ce qui serait le plus adéquat sera à peu près 2200 points de charge rapides pour 10 000 points de charge lente. Et là, on est vraiment sur l'itinérance vraiment des poids lourds. Et vous diriez, on parlait tout à l'heure des pays nordiques qui sont un peu plus en avant sur le sujet et qui viennent donc, qui traversent la France avec leurs poids lourds. Vous diriez qu'on se situe, on est bien situé, on a du retard, on est comment ? Non, moi, je trouve la France vraiment très proactive et puis qui a posé quand même des mesures significatives sur le sujet. Et puis même sur cette décarbonation flotte de poids lourds, il y a quand même des aides qui sont mises en place, des subventions, le mécanisme de suramortissement. Moi, je trouve que l'écosystème progresse rapidement et intensifie ses efforts. Donc, depuis qu'on regarde le sujet, on a essayé de se situer en amont. On fait partie justement des groupes de travail qui sont mis en place par la filière, alors au sein de l'AVER, avec la DGITM, etc. Et on voit vraiment les évolutions. Donc, moi, je suis assez optimiste sur le sujet. Je pense que France saura jouer un rôle de premier plan dans cette transition vers les transports plus propres. L'enjeu, je pense, effectivement, est à l'échelle européenne. Et c'est vraiment la mobilisation continue de l'ensemble des pays qui va nous permettre de répondre à ces enjeux. Donc effectivement, on cite souvent l'Allemagne comme modèle parce qu'ils ont fait des investissements massifs dans l'hydrogène et puis ils ont mis en place ce corridor électrique poids lourd. Mais les Pays-Bas aussi ont mis les zones à faible émission en place. Ils ont été assez précurseurs là-dessus. Et puis ils ont un réseau d'IRVE aussi très développé. La Suède reste sur les biocarburants. Donc tout ça a l'air de se mettre en place. Et nous, on essaye justement d'être dans cette logique aussi, de ne pas préférer une énergie plutôt qu'une autre. On croit à cette importance en fait du mixte global, puisque selon les segmentations, alors à la fois des usages et puis de la typologie des poids lourds, parce que là on parlait des transports de marchandises, mais il ne faut pas oublier non plus les bus, les cars, et puis... qui se partagent entre l'hydrogène et l'électrique. Oui, tout à fait. Et puis on a le aussi biogaz. Le biocarburant. Et puis il y a aussi tous les véhicules de chantier, et puis bennes à ordures, bétonnières, bennes à etc. ordures qui sont très
très électrifié. Les engins de chantier, c'est plutôt... Ils ont besoin d'une puissance particulière. L'électrique, c'est compliqué, ils sont déjà très lourds. Donc, mais voilà, on voit donc ce spectre qui se met en place progressivement avec une solution qui semble adaptée pour chaque. Et on a ces méga ou giga chargeurs. Donc aujourd'hui, ils sont disponibles pour charger ces 44 tonnes avec des gros câbles qui ne chauffent pas trop et qui... c'est sur le marché. Il y a des... écoutez, oui, les premiers câbles, je ne vais pas rentrer dans leur dénomination, etc., mais les innovations, effectivement, sont là. Ils intègrent maintenant même une partie de liquide réfrigérant à l'intérieur pour éviter les surchauffes. Oui, c'est obligatoire. Sur les grosses lithium, il faut un système de clim. Tout à fait. Et on en revient à confirmation de ce qu'on disait avant, où effectivement, il faudra quand même des infrastructures dédiées, puisqu'il y a quand même ces sujets-là. Donc les innovations se mettent en place, et puis voilà, nous on essaye de suivre la veille sur ce sujet-là. Donc en ayant cette vue systémique sur le problème et le sujet, si vous aviez aujourd'hui une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez maintenant? C'est vraiment quelque chose qui bloque. Qu'est-ce que vous débloqueriez? Je vous ai dit que j'étais optimiste, donc normalement, je n'ai pas besoin de baguette magique, mais c'est tentant. Sur un coup de baguette magique, moi, je pense que ce qui pourrait être intéressant, ce serait d'avoir une vraie... Alors, on l'a mis en place et on a vu que c'était très efficace, des schémas directeurs au niveau régional. Peut-être d'avoir vraiment un guideline un peu plus fort au niveau national, une sorte de, alors pas un schéma directeur national, mais au moins une ligne directrice forte qui permettrait de donner de la visibilité concernant l'accompagnement des transporteurs et puis de donnant des objectifs clairs sur les chargeurs. C'est vrai que nous, on a encore, et même si on voit que tout l'écosystème se mobilise, on a encore certains clients qui nous sollicitent en nous disant « bon, par où je commence ?» Et donc, je pense que ça serait pas mal de donner des grandes directives et peut-être un mode opératoire à mettre en place, une sorte de procédure pour ceux qui veulent vraiment décarboner leur flotte. On a essayé, nous, donc, du coup, quand on a présenté le sujet à nos instances, de proposer une solution justement complète où on pourrait financer le package total, c'est-à-dire flotte plus installation de recharge. Et puis, bien entendu, on attend qu'au moins dans un premier temps, les aides soient suffisantes pour déployer, démarrer ce déploiement, donner une belle impulsion. Aujourd'hui, le rythme, il est plutôt donné par les constructeurs, en fait, finalement. Aujourd'hui, on les a à peu près tous. Tous les constructeurs ont une solution de poids lourd électrique, de camion électrique. Et puis, ça va très vite. Pour avoir commencé à regarder le sujet il y a 2 ans, on a vu qu'au bout de quelques mois, l'horizon a été ramené. Les premiers retours sont quand même plutôt rassurants. Alors, on parle beaucoup d'autonomie, mais il y a aussi les sujets efficacité. Et des premiers retours qu'on a de la place, c'est très encourageant, puisqu'on se rend compte que même si on a toujours ce mur de l'investissement qui revient toujours, rapidement, on a une économie qui se met en place. Et on arrive en fait à avoir un équilibre et un gain sur la partie maintenance, sur la partie consommation après. Ce qui fait que si on raisonne en termes de TCO, aujourd'hui, les premières études qu'on voit, à horizon 2035, le poids lourd électrique pourrait avoir une compétitivité réelle avec le diesel. Alors tout ça, c'est quand même à suivre. Ça va dépendre de l'évolution des prix de l'électricité, bien entendu, et puis également de la croissance des volumes de production. Là, on mise quand même pas mal là-dessus pour avoir un impact significatif sur les prix de vente. Un des gros postes de TCO, dans le TCO des poids lourds, c'est les pneumatiques, et a priori,
ils seraient moins sollicités. Enfin, ça se fait de manière plus régulière. Oui. Et on voit les constructeurs proposer un certain nombre de solutions. Donc sur ce sujet, sur les premiers retours qu'ils ont, ils proposent justement des formations aux conducteurs pour optimiser tout ça. Exactement. Ça a un impact vraiment important. Alors, ils y étaient déjà un petit peu habitués, parce que c'est vrai, dans le monde du poids lourd, bon, il y a les pneus, mais le principal, c'était le carburant. Donc, ils ont tous été normalement formés à faire en sorte que le véhicule passe ses vitesses tranquilles, que les deux pas, parce que ça consomme très vite, quoi. Beaucoup. Et là, il faut le revoir sous le biais électrique. Et ils proposent également des solutions intégrées de type LLD, qui permet justement de diminuer ce frein à l'achat. Et puis il propose des garanties sur la durée de vie, notamment de la batterie, ce qui est aujourd'hui, pour nous, investisseurs, quand même un des sujets qui peut poser difficulté, puisqu'on a vraiment besoin, nous, d'avoir une sorte de visibilité un petit peu plus claire. Alors, est-ce que votre action ou préconisation va jusqu'à c'est le cas sur le véhicule léger, sur la fin de vie de la batterie et son recyclage? Ou c'est parce que là, on va avoir des grosses batteries à recycler. Et voilà, il ne faut pas qu'on les jette, quoi. Ah non, bien sûr. Aujourd'hui, et ça, c'est vraiment un des éléments essentiels pour nous, on ne raisonne même plus uniquement quand on porte les projets, nous, en interne, uniquement sur l'investissement. On regarde, bien sûr, l'intérêt territorial, et on revient à ce qu'on disait initialement. Et un des points essentiels, c'est effectivement les critères extra-financiers. Et donc, on regarde toute la chaîne, bien entendu, et l'impact CO2, recyclage, etc. Ça joue sur la valeur résiduelle du camion, donc nécessairement sur le TCO. Sur la détermination des loyers. Voilà. Et en tant qu'investisseur, on est avisé, on le disait, sur les sujets financiers, mais effectivement, au sein de la Caisse des dépôts, c'est un des vrais sujets importants, et ça, on le porte à tous les échelons en interne, en fait. Alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans la chaîne, donc on a vu que ça se développe, ça va vite sur certains points, qu'est-ce qui freine ou freinerait le plus le dépôt? Est-ce qu'il y en a un dans le tandem qui pédale moins vite? Non, je pense que tout le monde est mobilisé justement pour avancer rapidement. Après, effectivement, je pense que c'est ça le point. Le grand prérequis aujourd'hui, c'est la visibilité. Alors, il y en a deux. Il y en a la disponibilité du matériel. Et ça, là, on s'adresse aux constructeurs, effectivement. Savoir quel est le calendrier, le type de modèle, prix, performance. Ça fera que rapidement... alors, ils communiquent beaucoup, mais effectivement, plus on a de visibilité, mieux c'est pour anticiper justement ces investissements. Et puis, le deuxième, c'est la demande. Nous, pour crédibiliser notre modèle économique, puisqu'on est quand même un investisseur long terme, il faut qu'on soit convaincu de l'intérêt des écosystèmes territoriaux, et puis également le modèle longue distance qui a stabilisé. Donc comme ça a été fait, et du coup ça prouve que ça marche bien sur la livraison urbaine, je pense qu'il faut aujourd'hui un engagement vraiment nécessaire des chargeurs sur la durée, pour permettre aux transporteurs de convertir leur flotte. Et est-ce que, ça c'est une réflexion que je fais, est-ce que si on revenait à un vrai ministère des Transports, c'est-à-dire un ministère complexe, soit un ministère par un secrétariat quelque part dans un ministère, est-ce que ça pourrait, où on reparle justement d'infrastructures, où on prend en compte tout ça, est-ce que ça permettrait d'accélérer ou est-ce que vous arrivez, ça arrive à développer à côté de... Il y a quand même, que ce soit secrétariat ou ministère, il y a quand même volonté. L'impulsion, elle est donnée. Et puis après, voilà, tout le monde est investi dans le maillage en dessous. Et puis, on parle du public, mais bon, il y a aussi le privé qui aujourd'hui, le puzzle est important et voilà, ça devrait... Ok, on arrive au terme de ce rendez-vous. Donc un grand merci à notre invité du jour, à Claire Fenat. Donc, merci à vous. Je le répète, est directrice investissement dans le département infrastructure et mobilité au sein de la Banque des Territoires.
Notez que cet épisode clôt une série de 3 consacrés aux IRVE, donc les infrastructures de recharge électrique, un autre à l'hydrogène et notamment celui-ci consacré aux poids lourds. Tous disponibles sur notre chaîne YouTube comme sur notre média ANews Mobility. Merci également à nos auditeurs et spectateurs comme à ceux de la Banque des Territoires. Merci de nous suivre sur anewsmobility.fr. À très vite avec la Banque des Territoires, peut-être pour un nouvel épisode sur un autre sujet. Merci beaucoup. Merci Yves.